Sur une crête montagneuse silencieuse, en plein cœur de l'hiver, une petite cabane se tenait seule, enveloppée de neige et de silence. Depuis les flocons qui tombaient sans bruit, une chienne berger allemand, lourdement enceinte, apparut au bord de la clairière. Son corps semblait épuisé, son souffle court, chaque pas une lutte discrète pour ne pas s'effondrer. Elle ne gémit pas, ne chercha pas à attirer l'attention. Elle marcha simplement jusqu'à la porte, comme si elle savait qu'à l'intérieur vivait encore quelqu'un capable de se souvenir de ce que signifie prendre soin. Restez avec nous pour découvrir comment une simple porte ouverte peut transformer un destin. Avant que l'histoire ne continue, prenez un instant pour nous dire d'où vous nous regardez. Votre ville nous rappelle jusqu'où la gentillesse peut voyager. L'hiver s'était installé doucement dans les hauteurs entourant Pine Hollow, un petit coin reculé du Montana. Pas de tempête violente, pas de hurlements de vent, juste une présence calme, insistante, qui assourdissait les sons et ralentissait le temps. Sur les pentes, la neige reposait épaisse le long des sapins, couvrant les toits, arrondissant les angles du monde jusqu'à donner l'impression que la vallée n'était pas ensevelie mais protégée. La cabane d'Elias Turner se dressait à l'écart, au bout d'un chemin sinueux que seuls les locaux connaissaient. Le bois foncé de ses murs avait affronté des décennies de tempêtes, et les fenêtres diffusaient une lumière douce dans la nuit hivernale. Elias vivait là depuis bientôt 15 ans, assez longtemps pour que le silence cesse d'être une situation temporaire et devienne une compagne durable. Il avait maintenant 60 ans, encore grand, mais plus aussi robuste qu'autrefois dans ses années de service. Ses épaules restaient droites par habitude, non par force. Ses cheveux, autrefois bruns, éclaircis par l'âge, étaient devenus couleur de cendre. Son visage portait les traces discrètes d'un homme qui avait appris à ne pas gaspiller ses expressions, ses traits sculptés par le temps, sans dureté, mais sans superflu. À l'intérieur, Elias alimentait le poêle en fonte, empilant les bûches avec la même précision qu'il mettait autrefois à préparer son équipement. Chaque geste était mesuré, économique, calme. Il connaissait la pièce comme on connaît le creux de sa main. La table en bois brut, l'unique fauteuil près du feu, les étagères remplies de livres lus et relus, le couloir étroit menant à une chambre qui portait encore la trace silencieuse d'une présence disparue. Elias ne se considérait pas comme seul, pas dans le sens dramatique du terme. Sa solitude était plus douce, comme une respiration à laquelle on finit par s'habituer. C'est pourquoi, lorsque le bruit se produisit, si ténu qu'il aurait pu appartenir au craquement des murs, il leva simplement la tête. Un frottement léger, presque effacé, puis un autre. Elias se redressa, son corps réagissant avant son esprit, par réflexe, non par inquiétude. Il ne prit pas d'armes, ne se raidit pas. Il écouta seulement. Le son revint, un glissement contre le bois de la porte, suivi d'un silence attentif, presque intentionnel. Lorsqu'il ouvrit, le froid s'engouffra doucement autour de ses chevilles, apportant l'odeur des pins et de la neige fraîche. Et elle était là, une grande berger allemand, sans collier, immobile sur le porche, sa silhouette presque fondue dans le blanc. Son ventre rond témoignait d'une gestation avancée, son pelage noir et sable collé par endroits par l'humidité et la fatigue. Son souffle formait de petites volutes dans l'air glacé. Ses oreilles droites s'affaissaient un peu au bout, lourdes de lassitude, et ses yeux, d'un brun profond, fixaient Elias avec une intensité qui n'était ni peur ni bravade, plutôt une décision. Elle ne bougea pas, ne s'approcha pas. Ses pattes tremblaient légèrement, signe que le chemin parcouru avait sans doute été long et difficile. Elias observa méthodiquement, comme toujours, le contour pâle autour de son cou, trace d'un collier trop serré, resté trop longtemps, les coussinets irrités par le froid, une griffe fendue presque jusqu'au sang. La maigreur anormale pour une chienne enceinte, les côtes devinables sous le pelage, et cette posture étrange, prête à fuir, mais espérant qu'elle n'aurait pas à le faire. Il ouvrit la porte plus grand, sans geste brusque, puis fit un pas en arrière, laissant la place libre. Pas d'ordre, pas de pression, juste une invitation silencieuse. La chienne resta immobile quelques secondes, le vent déposant des flocons sur son dos. Puis, comme si elle avait attendu précisément ce mouvement, elle franchit le seuil. Ses griffes produisirent un petit son sec sur le bois de la cabane, un son discret mais définitif. Elias referma la porte derrière elle sans verrouiller, simple habitude. La chienne resta debout, inspirant profondément la chaleur du foyer, posant les yeux partout, non comme un animal effrayé, mais comme une survivante évaluant enfin un refuge.
Elias s'agenouilla, non pour l'atteindre, juste pour être à hauteur. Pas trop près, mais présent. Et dit simplement, d'une voix basse et calme, « Tu es en sécurité maintenant. » La chienne tourna les yeux vers lui, puis vers le poêle, et après un moment qui parut bien plus long qu'il ne l'était, elle se coucha près du feu, son corps se détendant d'un coup, comme si enfin, elle lâchait un poids immense. Elias prit une vieille couverture en laine, encore imprégnée d'une douce odeur de cèdre et de souvenirs. Lorsqu'il la posa délicatement sur elle, une pensée remonta en lui, inattendue. La voix de sa femme Lydia disparut trop tôt. Lydia, petite, vive, rousse, qui disait toujours que certaines âmes te trouvent parce qu'elles reconnaissent la lumière que tu ne vois plus toi-même. À l'époque, il ne comprenait pas vraiment. Maintenant, si. La chienne bougea légèrement sous la couverture, respirant plus lentement, plus profondément. Elias s'assit près du mur sans chercher le contact mais offrant une présence stable. La cabane, autrefois remplie d'un silence pesant, semblait soudain respirer différemment comme si cet être venu de la neige avait partagé une part de chaleur qu'elle n'avait pourtant presque plus. Elias ne savait rien d'elle, ni son passé, ni son nom, ni ce qui l'avait conduite jusqu'à lui. Mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentit entièrement présent, pas dans le souvenir du passé, pas dans la crainte de l'avenir, juste là, avec elle, avec ce moment suspendu. Et dehors, la neige continuait de tomber, patiente, douce, enveloppante, comme si le monde avait décidé de parler en chuchotant. Le matin arriva sans éclat, glissant doucement dans la cabane, non pas en inondant la pièce de lumière, mais en révélant lentement le contour des choses. Une clarté pâle, discrète, qui faisait apparaître le monde comme s'il se réveillait prudemment. Dehors, la neige formait encore une épaisse couche uniforme. Seul un unique chemin de traces de pattes menait à la porte, déjà à moitié recouvert par le vent nocturne. Elias Turner s'était assoupi dans le fauteuil non loin du poêle. Son corps, habitué à des nuits décousues, acceptait ce genre de repos sans plainte. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il lui fallut une seconde pour se souvenir qu'il n'était pas seul. Le souffle lent, irrégulier, profond, derrière lui rappela aussitôt. La chienne, dont il ne connaissait toujours pas le nom, reposait près du foyer, son corps imposant enveloppant son ventre comme une barrière protectrice. En pleine lumière, Elias distingua des détails qu'il n'avait pas vus la veille. La marque blanchâtre autour de son cou était encore plus nette, témoignage de quelque chose qui avait serré trop longtemps. Ses coussinets étaient craquelés, certaines griffes abîmées, l'une d'elles presque arrachée. Et sous son ventre rond, ses flancs affichaient une maigreur trop prononcée pour une chienne aussi avancée dans la gestation. Elias sentit une pointe familière derrière sa cage thoracique, une tension qu'il connaissait. Pas de la peur, pas de la pitié, une sorte de reconnaissance muette, celle qu'il avait ressentie autrefois en découvrant les blessures laissées sur des hommes revenus de trop loin, trop longtemps, ce mélange de résilience et de lassitude. Il se leva lentement, évitant de faire grincer le vieux plancher, et posa un bol d'eau près d'elle, ainsi qu'une petite portion de nourriture humidifiée et tiédie. Elle ouvrit les yeux, le scruta un instant, non pas méfiante, mais attentive. Puis, avec prudence, elle but quelques gorgées, s'arrêtant entre chaque pour reprendre son souffle, comme si son corps devait vérifier à chaque fois qu'il pouvait encore se permettre un geste de confiance. Lorsqu'elle eut terminé, elle reposa sa tête sur le sol, ses paupières se refermant à moitié, pas endormie, juste reposée, juste vivante. Elias, conscient qu'il ne pourrait pas gérer seul ce qui allait venir, saisit le téléphone fixé au mur. Dans un petit carnet coincé derrière une tasse, il retrouva un numéro, celui de l'une des seules personnes à qui il faisait encore appel. Dr Helen Rourke, la vétérinaire du secteur. Une femme qu'il connaissait peu, mais respectait profondément. Elle répondit au deuxième appel. Sa voix était claire, posée, déjà réveillée malgré l'heure matinale. Quand Elias expliqua la situation, Hélène ne cria pas d'alerte, ne se laissa pas surprendre. Elle posa quelques questions brèves, respiration, température approximative, capacité à boire. Puis elle dit qu'elle viendrait dès que la route serait praticable. Il fallut près d'une heure pour que son vieux pick-up franchisse la montée sinueuse menant à la cabane. Elias l'accueillit sans mots et Hélène entra immédiatement, secouant la neige de ses bottes. Elle était dans la cinquantaine, petite mais solide, avec un visage marqué par les années, mais des yeux précis, énergiques. Ses cheveux gris-bruns étaient attachés en un chignon qui menaçait déjà de se défaire. Elle s'agenouilla près de la chienne sans chercher à la toucher immédiatement, attendant un signe. La chienne la renifla faiblement, puis ne résista pas.
Hélène approcha les mains, rapides mais douces, exercice de vétérinaire habitué à intervenir sans effrayer. Elle palpa l'abdomen, observa les muqueuses, examina les pattes. Son expression resta neutre, professionnelle, mais ses yeux, eux, s'assombrirent légèrement lorsqu'elle vit la marque autour du cou. « Elle n'est pas seulement fatiguée, dit-elle calmement. Elle est déshydratée, sous-alimentée pour ce stade, et elle a dû être attachée ou enfermée d'une manière qui a laissé des traces. Ça ne date pas d'hier. » Elias ne répondit pas. Il n'avait pas besoin d'entendre des phrases longues. Il voyait déjà. Hélène poursuivit, expliquant les soins nécessaires, chaleur constante, petite portion de nourriture régulière, pas de stimulation excessive, surveillance rapprochée. Elle est très proche du terme, ajouta-t-elle en posant une main sur le flanc de la chienne. Peut-être un jour, peut-être quelques heures. Elle laissa ensuite une liste écrite d'instructions soigneusement rédigées, prévoyantes comme toujours. Avant de partir, elle fixa Elias dans les yeux. « J'ai vu des animaux se battre pour survivre. » dit-elle d'une voix plus grave. Mais celle-là, elle a choisi de venir ici. Ça compte. Elias resta silencieux. Il n'avait jamais pensé que quelqu'un puisse un jour choisir de venir chez lui. Pas depuis Lydia. Lorsque Hélène repartit, la cabane retrouva son calme, mais un calme différent. Pas vide, pas froid. Un calme occupé. L'après-midi passa dans une succession de gestes simples. Elias humidifia de nouvelles serviettes, réajusta la chaleur, surveilla le rythme de respiration de la chienne. Il travaillait comme il l'avait fait toute sa vie, avec sérieux, patience, sans bruit inutile, par respect pour ce qui était fragile. Au coucher du soleil, quelque chose changea dans la pièce, un frémissement subtil. La chienne se leva, fit un cercle étroit, puis se coucha à nouveau, mais différemment. Son souffle s'accéléra, puis ralentit, comme si son corps cherchait un rythme connu. Elias reconnut ce qui se préparait sans en avoir l'expérience directe. Il n'avait pas besoin d'ouvrages ou de cours. Il avait vu ce geste, cette intention avant l'effort chez des êtres humains sur d'autres terrains. La même tension, le même abandon contrôlé. Il s'assit par terre, près du mur, à une distance respectueuse, ni trop loin, ni trop près. Présent, mais jamais intrusif. Il plaça les serviettes propres, à portée, un bol d'eau encore tiède à côté. Le crépuscule laissa place à une nuit calme, presque immobile. La neige tomba à nouveau comme si elle voulait offrir un cocon autour de la cabane. La chienne leva les yeux vers Elias. Une seconde, un simple regard. Mais dans ce regard, il sentit quelque chose qui ressemblait à un accord silencieux. Reste. Elias resta. La respiration de la chienne changea encore. Elle se crispa légèrement, puis un premier gémissement muet traversa son corps. La mise bas était en marche. Une vie, peut-être plusieurs, était sur le point de naître, là dans cette cabane qu'Elias croyait condamnée à ne plus accueillir de miracle. Et pourtant, cette nuit-là, sans qu'il le dise à voix haute, il comprit que quelque chose venait d'être rendu possible. Non par volonté, non par force, mais parce que ce refuge oublié, cette maison qui n'abritait plus personne, avait été choisie. La nuit s'installa complètement autour de la cabane, une nuit dense mais paisible, comme si le monde lui-même retenait son souffle. À travers les petites fenêtres, la neige tombait en silence, brouillant les contours des arbres, recouvrant la clairière d'une douceur presque irréelle. À l'intérieur, seule la lumière du poêle en fonte éclairait la pièce, projetant des reflets orangés sur les murs de bois et sur la silhouette de la chienne en travail. Elias Turner, assis contre le mur, observait sans intervenir. Son expérience dans la vie lui avait appris que certaines choses s'accomplissent que mieux sans intrusion humaine. La chienne respirait de manière contrôlée, profonde puis saccadée, comme si son corps alternait entre instinct et endurance. Ses flancs se soulevaient rapidement, puis retombaient, et par moments, elle fermait les yeux, comme pour traverser une douleur qui ne demandait ni cri ni plainte. Lorsque la première contraction signifiante la traversa, Elias sentit son propre cœur accélérer, comme si son corps répondait malgré lui. Il se força pourtant à rester immobile, jambes croisées, mains ouvertes sur ses genoux, pas de geste brusque, pas de précipitation, seulement la présence. La chienne se coucha sur le côté, étirant légèrement une patte, ses muscles se contractant avec une force silencieuse. Elle ne chercha pas à attirer de l'aide, pas même un regard. Elle accomplissait ce que la nature lui avait dicté, ce qu'elle avait probablement redouté de ne pas pouvoir faire si elle n'avait pas trouvé refuge. Un long moment passa, ou peut-être seulement quelques minutes, lorsque soudain la tension dans son ventre se transforma. Elias, qui avait vu des hommes revenir d'épreuves extrêmes, reconnut cette intensité. Le moment où l'effort n'est plus une possibilité mais une obligation. Puis,
Presque sans transition, une forme sombre apparut entre ses pattes, petite, humide, silencieuse. Le premier chiot venait de naître, Elias retint son souffle. Le petit corps ne bougeait pas. Il avait l'air presque figé, comme suspendu entre deux mondes. Il se rappela immédiatement les mots du docteur Helen Rourke. N'intervenez que si la mère ne réagit pas du tout. Elle sait ce qu'elle doit faire. Faites-lui confiance. Alors il attendit. Et ce temps, infime peut-être, lui parut pourtant interminable. La chienne tourna enfin la tête vers le nouveau-né. Son instinct prit le relais, rapide et précis. Elle le lécha énergiquement, décollant la membrane qui enveloppait encore son petit, stimulant sa respiration, guidant son corps vers la chaleur. Ses mouvements étaient assurés, déterminés, comme si la fatigue de son long voyage s'effaçait au profit d'une force plus ancienne, plus essentielle. Et soudain, un tout petit son s'éleva, un souffle, puis un faible gémissement. Le premier cri de vie. Elias ferma les yeux une seconde, à la gorge serrée. Sans un mot, il murmura un remerciement qui n'était adressé à personne et à tout en même temps. Quelques minutes plus tard, une nouvelle contraction arriva, plus forte encore. Le deuxième chiot naquit plus vite, glissant sur les serviettes qu'Elias avait préparées. Celui-là poussa un petit cri indigné dès son arrivée, comme s'il protestait contre la fraîcheur du monde. Son pelage semblait légèrement plus clair, avec une petite marque blanche sur la poitrine qui contrastait joliment avec sa fourrure encore humide. La mère le récupéra tout aussi efficacement que le premier, l'intégrant immédiatement contre son ventre, là où la chaleur était la plus stable. Le troisième chiot arriva encore plus vite, dans un mouvement fluide et presque gracieux. Celui-ci était plus sombre, avec un masque noir autour des yeux qui donnait l'impression étrange qu'il observait déjà quelque chose au-delà de la pièce. Ses petits mouvements étaient plus lents mais intentionnés, comme s'il absorbait le monde avant de s'y abandonner complètement. Lorsque les trois chiots furent enfin alignés contre elle, la chienne s'allongea, ses épaules se détendant, son souffle retrouvant un rythme plus régulier. Elle passa son museau sur chacun, les comptant, les accueillant comme une mère qui prend acte de sa nouvelle réalité. Elias, lui, resta immobile, et c'est à cet instant précis que ses yeux se remplirent de larmes, des larmes qui coulèrent en silence. Ce n'était pas la tristesse, pas la douleur, pas un souvenir trop lourd. C'était quelque chose de plus rare, de plus fragile, une sensation de plénitude qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, une émotion pleine, dense, qui lui remplit la poitrine jusqu'à en trembler. Il fixa le mur un instant pour reprendre contenance, mais son regard fut attiré malgré lui par une photo déposée sur une étagère. Lydia, sa femme, photographiée en plein rire, les cheveux roux détachés. Pendant très longtemps, cette photo lui avait semblé être la preuve d'une perte irrémédiable. Mais ce soir-là, pour la première fois depuis des années, son sourire ne raviva pas la douleur. Il illumina simplement la pièce, comme un souvenir revenu pour réchauffer plutôt que pour piquer. Elias se rapprocha d'un palan. La chienne le suivit des yeux, mais ne montra aucun signe de crainte. Il ajusta doucement la couverture autour d'elle et des chiots, un geste discret, presque cérémonial. Puis il recula, respectant l'espace sacré qui venait de se créer. Les minutes devinrent des heures, ou peut-être était-ce l'inverse. La notion du temps se diluait dans la chaleur du poêle, les petits couinements des chiots, le souffle apaisé de la mer. La neige continuait de tomber dehors, enveloppant la cabane dans un isolement protecteur. Finalement, Elias murmura un nom qui s'imposa à lui, sans qu'il cherche à le créer. « Hope », dit-il doucement, en regardant la chienne. « Tu t'appelleras Hope ». Le mot sembla flotter dans l'air comme une bénédiction discrète. La chienne leva légèrement la tête, et ses yeux sombres semblèrent accepter ce nom, l'accueillir même. Elias joignit les mains une seconde, inclina légèrement la tête et ajouta d'une voix à peine audible « Merci d'être venu jusqu'ici ». La pièce entière sembla retenir ce remerciement, comme un souffle suspendu. Au dehors, le vent déplaçait la neige en volutes douces et la lumière du feu venait lécher les murs dans des tons chauds. Dans cette petite cabane perdue, au milieu des montagnes, 3 vies venaient de naître et une autre venait peut-être de renaître silencieusement, sans tambour, sans éclat. Juste un miracle délicat tissé dans la nuit la plus calme de l'hiver. Le matin qui suivit la naissance arriva avec une clarté douce, presque hésitante, comme si l'aube craignait de perturber ce qui avait eu lieu durant la nuit. La lumière n'inonda pas la pièce. Elle glissa simplement sur les surfaces, révélant peu à peu les contours de la cabane comme un peintre qui commence par adoucir les ombres.
Dehors, un léger brouillard s'élevait au-dessus de la neige fraîche, donnant à la vallée un air suspendu entre rêve et réalité. Elias se tenait à la fenêtre, un mug de café tiède entre les mains. Ses paupières alourdies et la raideur de ses articulations témoignaient de sa nuit presque blanche, mais il ne se sentait pas fatigué. Au contraire, une énergie tranquille circulait en lui, une forme de paix qu'il ne s'était plus accordée depuis longtemps. Ses yeux suivirent la silhouette de la chienne, Hope, couchée près du feu, la tête haute malgré l'épuisement, entourée de ses 3 petits corps potelés qui cherchaient la chaleur et le lait comme s'ils connaissaient déjà leur place dans le monde. Les chiots gigotaient maladroitement, se poussant les uns les autres pour trouver la meilleure position. Le petit marqué d'une étoile blanche sur la poitrine semblait particulièrement déterminé, se frayant un chemin avec une insistance qui fit sourire Elias malgré lui. Le plus sombre, celui au masque noir, restait plus en retrait, observant plus qu'il ne bougeait. Et le troisième, vif, nerveux, déjà plein d'une énergie chaotique, avançait en ligne tordue, comme un explorateur qui découvre trop vite un territoire inconnu. Hope, qui reprenait progressivement des forces, les surveillait d'un regard doux et très ancien. Sa respiration, encore légèrement irrégulière, se stabilisait peu à peu. Son regard se posa sur Elias, et dans ce simple échange, il y eut une reconnaissance silencieuse, pas un appel à l'aide, pas une demande, juste cette compréhension intuitive qu'ils avaient franchie ensemble un moment crucial. La matinée se déroula en gestes simples. Changer les serviettes, vérifier la nourriture, ajuster les bûches du poêle, chaque tâche, si banale autrefois, semblait désormais porter une signification nouvelle. La cabane, longtemps figée dans une routine monotone, vibrait d'une activité inhabituelle mais apaisante. Au bout de quelques heures, alors qu'il rangeait quelques ustensiles, Elias entendit un bruit de moteur résonner faiblement dans le lointain. Pas un bruit agressif, juste une présence. Peu après, le pick-up du docteur Helen Rourke se gara devant la cabane, craquant la neige sous ses pneus. Elle entra sans frapper, secouant les flocons de son manteau et retirant ses gants avant même de saluer. Son regard se dirigea immédiatement vers Hope et ses chiots, et un sourire bref, discret, mais sincère, adoucit ses traits habituellement sévères. « Ils sont solides », dit-elle en s'accroupissant près d'eux. « Tous les 3, bonne nouvelle. » Son ton n'était pas enthousiaste, il était factuel. Chez Hélène, les bonnes nouvelles n'avaient pas besoin d'être glorifiées. Elles se suffisaient à elles-mêmes. Elle examina Hope avec soin, palpant doucement son abdomen, inspectant ses yeux, ses pattes, les cicatrices anciennes autour de son cou. « Elle a besoin de repos », ajouta-t-elle. « Beaucoup de repos et de nourriture régulière. Mais elle va s'en sortir. Vous aussi, visiblement. » Elias haussa légèrement un sourcil, un geste rare pour lui. « Moi ?» Hélène le fixa brièvement, puis reporta son attention sur les chiots. « Il y a des choses qu'on n'est pas censé traverser seul, Elias. Et visiblement, vous commencez à l'admettre. » Il ne répondit pas parce qu'il refusait l'idée, mais parce que les mots qu'elle venait d'évoquer éveillaient quelque chose en lui, quelque chose de fragile qu'il ne savait pas encore comment regarder. Hélène fit quelques recommandations, griffonna 2 ou 3 instructions supplémentaires sur un morceau de papier, puis se leva. Avant de partir, elle posa une main sur l'épaule d'Elias. Un geste rare pour elle, mesuré, respectueux. « Appelez-moi si quelque chose change, même au milieu de la nuit. Je suis là. » Il hocha simplement la tête. Elle partit dans un crissement de pneus, laissant derrière elle une sensation étrange de protection discrète. Il ne fallut pas longtemps pour qu'un autre véhicule apparaisse ce jour-là. Mais cette fois, le moteur ne résonnait pas avec la même familiarité. Un SUV sombre s'arrêta devant la cabane. Un homme d'une 40aine d'années en sortit, refermant la porte avec une brusquerie qui tranchait avec la douceur des paysages. Il portait un manteau impeccable, trop neuf, pas fait pour le travail dehors. Ses cheveux brun clair étaient plaqués en arrière et son visage trahissait à d'une tension contenue. Il se présenta sous le nom de Mark Alvorson. Il affirma, d'une voix lisse mais tendue, que la chienne lui appartenait, qu'elle s'était enfuie, que cela faisait des semaines qu'il la cherchait. Ses mots semblaient soigneusement choisis, mais son regard glissait sans cesse vers la porte de la cabane, comme s'il cherchait à vérifier quelque chose. Elias ne répondit pas immédiatement. Il n'avait jamais été du genre à se précipiter dans une conversation, et encore moins dans une confrontation. Lorsqu'Hélène revint plus tard dans la journée pour effectuer un second contrôle, elle trouva Mark à l'extérieur en pleine discussion avec Elias. Elle s'approcha, ses yeux se rétrécissant légèrement en observant l'homme. Elle demanda calmement «
Avez-vous des documents d'adoption? Un dossier vétérinaire? Quelque chose qui prouve que vous avez été son propriétaire? Marc hésita. Son regard se durcit. Ses réponses devinrent plus vagues. Il évoqua un certificat égaré, un vétérinaire qui avait fermé boutique, des papiers oubliés. Hélène resta stoïque. Elle se tourna vers Elias puis vers l'homme avant de demander à voir le chien. Hope, lorsqu'elle aperçut Marc, se raidit légèrement. Pas un grognement, juste un gel instinctif. Quelque chose d'ancien, de douloureux, remontant du passé. Hélène observa attentivement, croisa les bras, puis lança un regard à Elias qui n'avait besoin d'aucune traduction. Peu après, le shérif adjoint du comté, un homme calme et massif nommé Jonas McClure, se présenta pour examiner la situation. Il posa des questions simples, directes. Marc perdit pied. Les incohérences s'accumulaient et chaque fois qu'il levait un peu trop la voix, Hope couchait les oreilles, se resserrant légèrement contre ses chiots. Cela suffit à Jonas. « Monsieur Alvorson, dit-il d'une voix grave mais parfaitement contrôlée, je vous conseille de rentrer chez vous. Nous allons poursuivre cela par les voies officielles. Pour l'instant, cette chienne reste ici. » Marc partit sans éclat, mais la frustration transparaissait dans chacun de ses gestes. Un claquement de portière, un crissement de pneus, puis plus rien. Le soir tomba, ramenant une tranquillité presque palpable. Pourtant, ce jour-là, quelque chose avait changé. Les voisins, alertés par les déplacements inhabituels, commencèrent à venir. Pas par curiosité mal placée, mais par ce réflexe silencieux propre aux communautés reculées. Lorsqu'un événement important se produit, on n'arrive pas en foule, mais en succession de gestes discrets. La première à se présenter fut Martha Ellison, une femme âgée, fine et voûtée, ses cheveux argentés tressés soigneusement dans son dos. Elle tenait dans ses bras une couverture faite main, aux couleurs douces et apaisantes. « Pour les petits », dit-elle simplement. Puis vint Sarah Lynn Wood, veuve depuis longtemps, silhouette élégante malgré ses 70 ans. Elle apporta un panier de provisions. Elle observa Elias un moment, puis murmura « Je sais ce que c'est le silence qui dure trop longtemps. Vous n'êtes plus tout à fait seul maintenant. » D'autres voisins suivirent, chacun avec un petit quelque chose, un sac de nourriture, une paire de gants pour manipuler les bûches, des serviettes, du lait, quelques mots d'encouragement laissés sur le pas de la porte. Il n'y avait rien de spectaculaire dans leur venue, rien d'envahissant. Juste des gestes, des présences, des fragments d'humanité discrètement déposés dans une cabane qui, quelques jours plus tôt encore, semblait oubliée du monde. Ce soir-là, en refermant la porte derrière le dernier visiteur, Elias se rendit compte que l'atmosphère dans la cabane avait changé. Ce n'était plus seulement un abri contre le froid. C'était devenu un lieu où la vie circulait à nouveau. Pas seulement la vie d'une chienne et de 3 chiots, mais celle d'un homme et même celle d'un village dont les cœurs s'étaient discrètement ouverts. Hope leva les yeux vers lui, les chiots respirant en cadence contre son flanc. Et Elias, pour la première fois depuis très longtemps, sentit que quelque chose en lui, quelque chose de profond, de verrouillé, de presque fossilisé, commençait à se réchauffer. Les jours qui suivirent s'écoulèrent avec une lenteur presque méditative. À mesure que l'hiver commençait imperceptiblement à se retirer, la vallée de Pine Hollow retrouvait une respiration plus large, moins crispée. La neige fondait par endroits, dévoilant des parcelles d'herbes brunes, encore hésitantes, mais déjà prêtes à renaître. Depuis le porche de la cabane, Elias observait ces changements en silence, ses mains entourant une tasse de café dont la vapeur montait doucement vers l'air frais du matin. À l'intérieur, la vie avait trouvé un rythme nouveau, un rythme auquel il s'adaptait plus facilement qu'il ne l'aurait imaginé. Les chiots grandissaient vite, leurs petites pattes tremblantes gagnant en assurance jour après jour. Le petit étoilé sur la poitrine s'avérait être un chef d'expédition né, toujours en tête, toujours le premier à s'aventurer un peu plus loin. Le chiot plus sombre, celui au masque noir, prenait son temps, analysant chaque mètre carré du sol avant de bouger. Quant au troisième, vif comme une étincelle, il bousculait tout le monde sans mauvaise intention, débordant simplement d'une énergie qui semblait trop grande pour sa petite taille. Hope, elle, retrouvait ses forces. Son poil reprenait de la brillance, son regard gagnait en assurance et son corps amaigri se remplumait peu à peu. La marque autour de son cou demeurait visible, mais elle n'était plus une blessure vive, seulement l'ombre de quelque chose qu'elle n'aurait plus à endurer. Sa confiance envers Elias s'était installée lentement, mais profondément. Parfois, lorsqu'il s'asseyait près du poêle, elle venait simplement poser sa tête contre sa jambe, sans demande, sans crainte. Une présence, un lien, un choix,
Lorsque la chienne avait suffisamment récupéré, Elias prit la décision qu'il remettait inconsciemment depuis plusieurs jours, officialiser la situation. Le docteur Helen Rourke avait préparé les documents nécessaires et l'avait guidé à travers les démarches. Peu de temps après, un courrier officiel confirma que Hope avait été déclarée abandonnée et qu'Elias pouvait en obtenir la garde légale avant de procéder à une adoption définitive. Le jour où la décision fut enregistrée, Hélène vint en personne. Elle s'arrêta devant la cabane, une feuille pliée dans la poche de son manteau, et lorsqu'elle entra, elle trouva Elias assis au sol, les 3 chiots roulant autour de lui comme de petites boules de laine vivantes. « C'est fait », dit-elle simplement en lui tendant le papier. « Elle est à vous, officiellement. » Elias prit la feuille, la regarda longuement. Ce n'était qu'un document, quelques lignes, une signature, un tampon. Mais il y vit quelque chose de bien plus profond, une responsabilité acceptée, une promesse faite, un avenir accordé. « Je suppose que ce n'est pas seulement elle qui a trouvé un refuge », ajouta Hélène d'un ton calme mais chargé de sens. Elias ne répondit pas, mais son silence, cette fois, n'était pas un mur. C'était une reconnaissance. Les semaines suivantes apportèrent leur lot de visites discrètes. Non plus pour la curiosité, mais par affection. Martha revint avec une nouvelle couverture qu'elle avait tricotée spécialement pour les chiots maintenant qu'ils commençaient à gambader. Sarah apporta un vieux jouet qu'avait adoré son propre chien des années plus tôt. D'autres voisins, parfois même des inconnus venus du village, déposèrent des sacs de nourriture, des friandises, des boîtes de premiers secours. Pas d'intrusion, pas de poids, juste une générosité simple. L'une des premières histoires qui trouva un écho dans la vallée fut celle de Ruth Delgado, une jeune femme trapue, au sourire timide. Son chien, Oliver, un jeune bâtard au pelage patchwork, n'avait jamais connu la tranquillité. Une rupture de canalisation avait inondé sa maison, et elle se présenta un soir d'avril à la cabane, tenant la laisse d'Oliver d'une main tremblante. « On m'a dit que vous pouviez peut-être l'accueillir quelques jours », souffla-t-elle. Elias ne posa pas de questions inutiles. Il ouvrit simplement le portail. Oliver entra en frissonnant, puis, voyant Hope immobile mais sereine, se coucha immédiatement, comme s'il reconnaissait une figure d'autorité. Hope ne broncha pas. Elle se contenta d'observer calmement avant de détourner le regard pour retourner vers ses petits. Oliver resta 2 nuits. Ruth revint, les larmes aux yeux, encore incrédule d'avoir trouvé un endroit où son chien avait pu dormir sans être terrifié par la moindre ombre. Elias hocha la tête lorsqu'elle le remercia, sans cérémonie, sans justification. Ce n'était qu'un petit service, mais il changea quelque chose dans le cœur de Ruth. Puis ce fut une famille âgée, les Abramson, qui demandèrent refuge temporaire pour leur beagle presque aveugle, Winston, pendant que Madame Abramson se remettait d'une opération. Winston se glissa dans la maison comme s'il y avait toujours vécu, trouvant une place sous la table et s'y installant aussitôt. Hope l'observa un moment, puis sembla décider qu'il ne représentait aucune menace. Winston, qui n'avait jamais été un chien très alerte, ne remarqua même pas qu'il venait d'obtenir la protection tacite d'une matriarche canine. Un après-midi, un fermier du coin, épaules larges et mains calleuses, arriva en tenant une caisse en plastique contenant un jeune chien qu'il ne pouvait plus nourrir après avoir perdu son emploi. « Je ne sais pas combien de temps je vais mettre à me remettre sur pied », dit-il en fixant Elias honteux. « J'ai juste besoin de temps. » Elias acquiesça, échange silencieux entre 2 hommes qui comprenaient la fierté autant que la fatigue. Le jeune chien, nommé Scout, resta plusieurs semaines, apprenant à suivre Hope comme si elle était une figure maternelle universelle. Au fil du temps, Scout retrouva un foyer, mais il avait laissé une empreinte dans la cabane et surtout dans les chiots qu'il avait adorés. La cabane n'était plus ce qu'elle avait été. Elle était vivante, éclairée par des passages, des confidences, des départs, des retours. Une sorte de sanctuaire improvisé dans lequel chaque chien qui franchissait la porte trouvait, pour un jour ou pour une semaine, un espace où reprendre souffle. Les gens du village commencèrent de même à appeler l'endroit le refuge des cimes. Un nom qu'Elias n'aurait jamais choisi, mais qu'il accepta sans le contester, comme un clin d'œil du destin. Les chiots, qui grandissaient rapidement, commencèrent à révéler leur personnalité plus poussée. Celui à l'étoile blanche devint Blaze, un nom que Hélène suggéra un soir en riant doucement devant son énergie explosive. Le plus calme, le plus observateur, celui au masque noir, devint Shadow, un nom que Martha trouva particulièrement poétique. Et le troisième, toujours prêt à bousculer les 2 autres, eut droit au nom Rusty, inspiré par une petite teinte cuivrée sur le bout de ses oreilles. Blaze trouva rapidement une famille.
Un couple venu du village qui avait récemment perdu leur ancien chien tomba instantanément amoureux de lui. Shadow partit chez une institutrice douce et patiente, qui appréciait son tempérament réfléchi. Rusty, lui, resta, parce que Hope refusait qu'on le lui retire. Chaque fois qu'une visite se présentait pour lui, elle se plaçait entre l'humain et son petit, calme mais inflexible. Puis elle replaçait Rusty contre son flanc. C'était clair, Rusty avait été choisi. Et Elias, sans en être surpris, accepta ce choix. Un soir où le soleil se couchait derrière les crêtes, teignant la neige d'une lueur rose et dorée, Elias s'assit sur les marches du porche. Hope se coucha à ses pieds, Rusty entre ses pattes, l'air sentait la terre humide et la résine. Le vent portait une promesse de printemps. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, Elias comprit que son existence n'était plus seulement un refuge pour lui-même. Elle était devenue un refuge pour les autres, et il n'avait rien forcé, rien cherché. Il s'était simplement ouvert à l'idée que toute vie, un jour ou l'autre, revient frapper à une porte, à nous de l'ouvrir. Le printemps s'installa progressivement sur Pine Hollow, non pas avec éclat, mais avec une douceur presque timide. Les journées s'allongèrent, la neige recula lentement vers les hauteurs, révélant sous elle une terre sombre, avide de lumière. Des herbes nouvelles surgirent en fines pointes vertes, hésitant d'abord, puis prenant confiance. Les oiseaux revinrent, leur chant timide d'abord, s'enhardissant peu à peu jusqu'à remplir la vallée d'une mélodie légère. Elias observait ces transformations depuis son porche chaque matin, une tasse fumante entre les mains. Hope allongée près de lui, Rusty assis fièrement entre ses pattes, comme s'il se croyait déjà le gardien de la montagne. L'intérieur de la cabane avait changé lui aussi. Ce qui avait été un espace silencieux, presque figé, vibrait désormais d'une présence vivante. Les chiots adoptés étaient partis depuis quelques semaines, sauf Rusty qui avait naturellement trouvé sa place auprès de Hope. Sa petite silhouette agile filait d'un coin à l'autre de la pièce comme une étincelle incarnée, apportant avec elle un rire silencieux, une énergie que la cabane n'avait plus connue depuis bien longtemps. Les objets immobiles depuis des années semblaient à présent avoir retrouvé une utilité. Un vieux panier devint un poste d'observation, un tabouret se transforma en tremplin et une couverture élimée finit par devenir le trésor préféré de Rusty. Elias, lui, s'adaptait à tout cela avec une facilité surprenante, comme s'il avait retrouvé un rythme ancien, antérieur même à ses années de solitude. Chaque geste du quotidien, remplir les gamelles, ouvrir la porte au lever du jour, ramasser une serviette tombée, lui semblait s'inscrire dans une chorégraphie simple mais essentielle. Il n'agissait pas par obligation, mais par conviction tranquille. Pour la première fois depuis la mort de Lydia, sa vie ne se résumait plus à un enchaînement de routines mécaniques. Elle vibrait d'un sens nouveau, et l'écho de ce changement ne tarda pas à se répandre dans la vallée. La cabane d'Elias devint peu à peu un point de repère. Pas un refuge officiel, pas une structure financée, mais un lieu vers lequel les gens se tournaient lorsqu'ils avaient besoin d'aide pour un animal ou simplement d'un peu de réconfort. On ne parlait pas de lui comme d'un héros ni même comme d'un homme généreux. On disait simplement « Va au refuge des cimes, Elias saura quoi faire ». Un matin d'avril, alors que le soleil éclaboussait les collines d'une lumière dorée, une vieille camionnette bleu ciel apparut dans le chemin menant à la cabane. Elle avançait lentement, hésitant sur les ornières boueuses et finit par s'arrêter près du portail. Une femme descendit, ses cheveux poivre et sel tirés en un chignon mal assuré, un manteau de laine trop léger pour la saison encore fraîche. Elle tenait entre ses bras un petit chien terrier, tremblant, enroulé dans un plaid. « Bonjour », dit-elle d'une voix douce mais fatiguée. « On m'a dit que vous pourriez garder Teddy quelques jours. Je dois aller à l'hôpital pour des examens. Je vis seule et je ne veux pas qu'il reste enfermé. » Elle ne sanglotait pas, mais ses yeux brillaient d'une émotion profonde, celle d'une femme qui devait confier son compagnon à un inconnu, un acte d'une vulnérabilité immense. Elias la regarda une seconde, puis ouvrit complètement le portail, sans un mot, comme il l'avait fait pour tant d'autres. Hope, derrière lui, ne se leva pas. Elle n'avait plus besoin de montrer son autorité, sa présence suffisait à rassurer. Teddy passa 3 jours à la cabane. Pendant qu'il reprenait goût au jeu avec Rusty, la femme, Madame Halley, subissait des tests médicaux qu'elle redoutait depuis longtemps. À son retour, lorsqu'elle vit Teddy courir vers elle en remuant la queue, elle s'effondra presque dans les bras d'Elias, submergée par le soulagement. « Merci de m'avoir permis de faire ça sans avoir peur pour lui. » Elias répondit simplement
Vous n'aviez pas à remercier pour ça. » Mais elle insista, et il dut finalement accepter que son geste avait eu un impact bien plus profond qu'il ne l'imaginait. Les semaines passèrent, et la cabane devint plus animée encore. Un après-midi, un adolescent du village, Noah, arriva avec un chiot labrador qu'il avait trouvé blessé près de la route. Noah, timide, la casquette enfoncée sur la tête, expliqua d'une voix hésitante « Je ne savais pas où l'amener, j'ai pensé que... peut-être... » Elias ne le laissa pas terminer. Il prit calmement le chiot dans ses bras et appela Hélène, qui arriva quelques minutes plus tard. Le chiot, prénommé Luna par Noah, resta 2 semaines en convalescence. En le voyant revenir chaque jour pour lui apporter des jouets et du lait tiède, Elias comprit que Luna n'allait certainement plus quitter ce garçon. Et il en fut légèrement amusé. Un autre jour, un fermier âgé du nom de Curtis Gibson déposa une boîte remplie de chatons nouveau-nés, trouvés dans une grange abandonnée. 4 petites boules de poils, à peine plus grosses qu'une paume de main, miaulant d'une faiblesse déchirante. Curtis, gêné, expliqua qu'il n'avait plus la force de s'occuper d'eux et qu'il haïssait l'idée de les abandonner. Elias accepta, bien sûr. Pendant plusieurs jours, il se leva toutes les 2 heures pour nourrir les chatons au biberon, une routine qui lui rappela des souvenirs enfouis, des nuits passées à veiller sur Lydia lorsqu'elle combattait la maladie. Hope observait tout cela d'un œil patient, presque sage. Elle semblait avoir endossé un rôle plus large que celui de simple mère ou simple chienne recueillie. Elle était devenue la gardienne silencieuse du refuge des cimes, celle dont la seule présence apaisait les animaux effrayés et rassurait les humains inquiets. C'est d'ailleurs ce que fit remarquer Sarah Linwood lors d'une de ses visites. Assise à la table en chêne, regardant Hope allongée près de Rusty, elle dit doucement « Cette chienne, elle guérit les gens rien qu'en respirant. » Elias se contenta de sourire. Il savait que ce n'était pas faux. Et il savait aussi que cette phrase, si simple en apparence, possède une vérité que seules les âmes blessées reconnaissent. C'est autour de cette période que se manifesta un autre signe, plus discret, mais tout aussi profond. Les nuits d'Elias changèrent. Lui qui avait longtemps dormi par fragments, se réveillant sans raison au milieu de l'obscurité, commença à sombrer dans un sommeil plus profond, plus réparateur. Les cauchemars liés à son passé, aux pertes, aux absences, se firent plus rares. Et parfois, lorsqu'un souvenir douloureux menaçait de remonter, il sentait simplement la présence de Hope, allongée près de lui, respirant de manière régulière, comme une ancre dans la tempête. C'est autour de cette période que se manifesta un autre signe, plus discret, mais tout aussi profond. Les nuits d'Elias changèrent, lui qui avait longtemps dormi par fragments, se réveillant sans raison au milieu de l'obscurité, commença à sombrer dans un sommeil plus profond, plus réparateur. Les cauchemars liés à son passé, aux pertes, aux absences, se firent plus rares. Et parfois, lorsqu'un souvenir douloureux menaçait de remonter, il sentait simplement la présence de Hope, allongée près de lui, respirant de manière régulière, comme une ancre dans la tempête. Ce fut aussi à cette époque que la vallée reconnut officiellement le rôle d'Elias. Le conseil municipal le contacta pour l'informer qu'un petit fonds d'aide pouvait être mis à sa disposition pour l'achat de nourriture et de matériel vétérinaire. Il tenta de refuser par modestie plus que par fierté. Mais Hélène intervint avec son pragmatisme habituel. « Ce n'est pas pour vous, Elias, c'est pour eux. Acceptez. » Alors, il accepta. Le refuge des cimes devint alors une présence reconnue, presque institutionnelle, bien qu'il n'ait été fondé ni par ambition, ni par planification. Il avait simplement grandi, organiquement, à partir d'une porte ouverte un soir d'hiver à une chienne qui cherchait un lieu où survivre. Et pourtant, quelque chose en Elias savait déjà que ce refuge ne ferait que s'étendre, non pas par choix, mais par vocation. Une vocation qu'il n'avait jamais cherchée, mais qu'il avait trouvée. Le soir venu, alors que le soleil couchant baignait la vallée dans une lumière rose et ambrée, Elias s'assit à nouveau sur les marches de son porche. Hope se coucha à ses pieds, Rusty roulait en boule contre elle. L'air était doux, presque tiède. Et dans ce moment suspendu, ce moment silencieux, Elias comprit quelque chose qu'il n'avait jamais osé formuler. Il n'était plus un homme seul vivant dans les montagnes. Il était devenu un pilier, un repère, une lumière discrète dans le brouillard. Un refuge, oui, mais aussi un cœur qui se remettait à battre au rythme de ceux qui l'accueillaient. L'été s'installa sur Pine Hollow avec une chaleur douce, jamais étouffante, juste ce qu'il fallait pour délier les muscles et inviter les gens à sortir davantage.
Les montagnes se drapèrent d'un vert profond, les ruisseaux gonflés par la fonte des neiges se frayèrent un chemin avec entrain, et les oiseaux remplissaient l'air d'un chant vibrant que la vallée n'avait pas entendu depuis longtemps. Le refuge des cimes, la petite cabane d'Elias Turner baignait dans une lumière nouvelle, comme si le lieu tout entier avait enfin trouvé sa véritable identité. Hope et Rusty profitaient du soleil dès les premières heures du matin. Rusty, désormais adolescent, avait développé une allure fière, un mélange irrésistible d'audace et d'innocence, et Hope, devenue parfaitement elle-même, semblait veiller sur lui avec une présence calme et souveraine. Elle marchait toujours à ses côtés, jamais loin, comme si elle voulait lui enseigner les secrets de la montagne, où boire, où écouter, où s'arrêter, et qu'en rester connecté au monde. Elias, quant à lui, avait trouvé une nouvelle forme d'équilibre. Les visites étaient plus nombreuses durant l'été. Des familles les passaient avec leurs chiens pour de courts séjours, des voisins venaient demander conseil, des randonneurs perdus frappaient parfois à la porte en quête d'orientation. La cabane vibrait d'une activité douce, un échange perpétuel de regards, de gestes et de silences partagés. Un après-midi de juillet, alors que le soleil descendait lentement derrière les crêtes, un pick-up rouge poussiéreux s'arrêta devant le portail. Une jeune femme en descendit, les cheveux châtains ramassés en queue de cheval, les bottes crottées, le regard profondément inquiet. Dans ses bras, elle tenait un chien border collie noir et blanc, tremblant, les pattes couvertes d'égratignures. « Vous êtes Elias Turner ?» demanda-t-elle, essoufflée. Il hocha la tête. « Je m'appelle Jamie Hart. Celui-ci, c'est Milo. Il a été attaqué par un lynx en montagne. Je ne savais pas où aller. On m'a dit que vous pouviez peut-être l'aider jusqu'à ce qu'un vétérinaire arrive. » Sa voix se brisait légèrement, la culpabilité mêlée à la peur. Elle tenait Milo comme on tient un enfant blessé, sans savoir si on peut encore le sauver. Elias s'approcha doucement, posa un regard expert sur le chien. De petites lacérations, un choc évident mais pas de blessures mortelles apparentes. Il appela immédiatement Hélène, qui confirma qu'elle serait là dans 20 minutes. Puis il installa Milo sur une couverture propre, près du poêle, le temps de vérifier son état. Jamie resta à distance, ses mains tremblantes serrées contre elle. « Ce n'est pas votre faute », dit Elias calmement, sans la regarder directement. « Les montagnes, parfois, rappellent qu'elles étaient là avant nous. » Elle essuya ses yeux du revers de sa manche. « Je n'aurais pas dû l'emmener aussi haut. Milo n'a pas besoin de vos regrets. Il a besoin que vous restiez ici, présente, pendant qu'on s'occupe de lui. » Ces mots, simples, eurent sur elle l'effet d'une encre. Elle s'assit enfin, ses épaules s'affaissant, sa respiration se stabilisant. Lorsque Hélène arriva, elle confirma que Milo s'en sortirait. Quelques points de suture, un nettoyage minutieux et surtout du repos. Jamie éclata en larmes de soulagement et Milo, déjà apaisé par la chaleur de la cabane, posa sa tête sur ses genoux comme pour lui dire qu'il n'y avait jamais eu de faute à réparer, seulement un chemin à traverser. Ce jour-là, Jamie repartit avec Milo plus tard dans la soirée, mais avant de partir, elle se tourna vers Elias. « Je crois que cet endroit, vous savez, il soigne plus que les animaux. » Elias ne répondit pas. Il se contenta de replacer son chapeau sur sa tête, mais son regard trahit quelque chose de plus profond. Cette vérité, il commençait enfin à l'accepter. Les jours suivants furent à l'image du refuge des cimes. Plein de petites histoires, chacune porteuse d'un écho particulier. Une famille de touristes perdit son Golden Retriever, Daisy, dans les bois en faisant une randonnée. Ce n'est qu'après 2 heures de recherche infructueuse qu'ils tombèrent sur Elias, debout près du ruisseau, Daisy à ses côtés, pataugeant tranquillement. Il n'avait rien dit, juste tendu la main avec la laisse. Le père, submergé, lui avait serré la main 2 fois avant de partir, comme s'il voulait transmettre une gratitude qu'il ne parvenait pas à formuler. Un soir, un homme âgé, le visage marqué par les années, arriva avec un chien malade, un vieux berger australien nommé Jasper. L'homme savait que c'était la fin. Il ne cherchait pas un miracle. Il cherchait une place où Jasper pourrait partir sans peur. Elias l'accueillit dans la cabane et Hélène arriva un peu après. Le vieil homme, assis sur le sol à côté de Jasper, lui murmura des souvenirs tandis que la vie quittait doucement le corps de son compagnon fidèle. Lorsque Jasper ferma les yeux pour la dernière fois, Hope se leva et s'approcha, posant doucement son museau sur la tête du chien, comme pour le raccompagner. L'homme éclata en sanglots muets et Elias s'assit près de lui, sans toucher, simplement présent. Parfois, c'est tout ce dont une âme a besoin.
Des histoires comme celle-ci s'accumulèrent, non pas comme des fardeaux, mais comme des preuves silencieuses de ce que la cabane était devenue. Un lieu où les émotions avaient la permission d'exister. Un après-midi où le soleil était particulièrement lourd, Elias décida de réparer une partie du toit qui fuyait depuis des semaines. Les planches de bois séchées par le soleil craquaient sous ses pas. Hope, fidèle à son habitude, restait au pied de l'échelle, observant chacun de ses mouvements comme si elle supervisait un chantier. Rusty, quant à lui, trouvait absolument tout fascinant. Les outils, les morceaux de bois, les clous, les ombres projetées sur le sol. À un moment, il attrapa un gant d'Elias et s'enfuit avec, fier comme un roi. Elias descendit de l'échelle avec un soupir amusé, le cœur plus léger qu'il ne l'aurait admis. Alors qu'il tentait de négocier avec Rusty pour récupérer son gant, un bruit de pas résonna dans le chemin. Sarah Linwood arrivait. Avec son éternel sourire doux, elle lui annonça qu'elle était venue déposer une tarte aux pommes encore tiède. Lorsqu'elle posa le plat dans la cuisine, elle observa un instant Elias, puis Hope, puis Rusty. « Vous savez, dit-elle doucement, votre maison ne respire plus seulement la solitude, elle respire la vie. » Elias, surpris, ne répondit pas immédiatement. Ce n'était pas tant ce qu'elle avait dit, mais le ton, la certitude tranquille dans sa voix, comme si elle voyait quelque chose que lui n'osait pas regarder directement. Plus tard dans la soirée, après le départ de Sarah, Elias contempla la cabane. Hope dormait près du poêle, Rusty roulait contre elle. La lumière du crépuscule filtrait par la fenêtre, enveloppant la pièce d'un halo doré. Il se rendit compte alors qu'il ne pensait plus uniquement à survivre. Il pensait à construire, à protéger, à accueillir, comme si son cœur, gelé depuis tant d'années, recommençait lentement à dégeler sous la chaleur de cette nouvelle vie. Ce fut une nuit paisible, l'une des plus belles depuis longtemps. Le genre de nuit qui ne semble rien changer en apparence, mais qui déplace en réalité des montagnes à l'intérieur. L'automne arriva sans brusquer, comme une main posée doucement sur l'épaule de Pine Hollow. Les journées raccourcirent, la lumière devint plus dorée, plus basse, plus tendre. Les arbres qui entouraient la cabane d'Elias Turner se teintèrent de rouge, d'ambre et d'or, offrant au refuge des cimes un manteau flamboyant qui semblait célébrer tout ce que l'année avait apporté. L'air, plus frais le matin, portait l'odeur des feuilles humides et de la terre qui se repose. Hope acceptait les changements de saison avec la même sérénité que tout le reste. Rusty, en revanche, semblait déterminé à vivre chaque feuille comme une aventure. Courir après elles, les attraper en plein vol, les mâcher, les offrir à Elias comme s'il s'agissait de trophées. Parfois, le jeune chien se retrouvait complètement enseveli sous un amas de feuilles rousses et Elias, malgré lui, se retrouvait à rire. Un son rare, longtemps oublié, qui paraissait se délier de ses profondeurs comme un écho d'une vie ancienne. Le refuge des cimes était désormais un lieu connu dans toute la vallée. Pas un établissement officiel, mais une évidence, une nécessité, une lumière. Les gens n'y venaient pas par curiosité, mais parce qu'ils savaient que les portes s'ouvraient toujours pour ceux qui en avaient besoin, humains ou animaux. Et Elias, avec sa réserve habituelle, avait fini par accepter ce rôle non pas comme un devoir, mais comme une réponse naturelle à ce que la vie avait placé sur son chemin. C'est durant cette saison qu'apparut l'une des visites les plus inattendues. Un jeune homme, la vingtaine, silhouette maigre, yeux cernés, une hésitation dans chaque geste. Il se présenta sous le nom de Caleb Weaver et tenait contre lui un chien maigre, un husky gris au regard triste. « Je crois que je ne peux plus subvenir à ses besoins. » murmura Caleb. « J'ai perdu mon travail il y a 3 mois. Je vis dans ma voiture avec lui. J'ai essayé de lui trouver de l'aide ailleurs, mais... » Sa voix se brisa. « Je ne veux pas l'abandonner. Je veux juste qu'il vive mieux que moi. » Elias observa longtemps le jeune homme. Pas seulement le chien, le jeune homme. Ses gestes tremblants, son regard fuyant, sa respiration courte. Il n'y avait pas seulement un animal en détresse. Il y avait un être humain qui s'effritait. « Comment s'appelle-t-il » demanda finalement Elias. « Orion », répondit Caleb dans un souffle. « Un beau nom », pensa Elias. « Un nom qui porte une lueur. » Il ouvrit la porte. Caleb entra timidement, comme un homme qui a vécu trop longtemps à l'extérieur de la chaleur. Hope s'approcha lentement, posant son museau contre la main du jeune homme. Orion frémit, puis se détendit presque instantanément, comme si la présence de Hope suffisait à chasser une partie de son fardeau. Elias observa la scène et comprit que la décision était déjà prise. Il accueillit Orion pour quelques semaines, peut-être quelques mois, le temps que Caleb retrouve de la stabilité.
Mais ce fut Caleb qui revint le lendemain, puis le surlendemain, puis chaque jour, d'abord pour voir Orion, puis pour nettoyer l'enclos, puis pour aider avec les tâches quotidiennes, puis pour rester simplement. Un matin, alors qu'il ramenait du bois, il dit à Élias, « Je crois que cet endroit m'aide moi aussi. » Élias hocha la tête. Il commençait à comprendre que le refuge des cimes n'était pas un sanctuaire seulement pour les animaux. Cette prise de conscience ne cessa de grandir lorsque d'autres personnes, d'autres histoires, franchirent le seuil de la cabane. Il y eut Rebecca Turner, aucun lien familial, une femme de 40 ans, vétérane, qui vivait seule avec son chien guide, un berger belge nommé Nova. Elle souffrait de cauchemars récurrents, de crises nocturnes qui effrayaient autant Nova qu'elle-même. Après un passage au refuge, où elle passa une nuit complète sans sursauter, elle revint plusieurs fois, simplement pour s'asseoir près du feu, respirer, laisser Hope et Nova s'entendre, sentir le calme revenir dans ses muscles. Il y eut aussi une fillette de 8 ans, Ellie Jamison, venue un jour avec sa mère. La petite refusait de parler depuis des semaines après le décès de son père. Elle s'assit sur le sol près de Rusty et resta silencieuse pendant de longues minutes. Puis, sans prévenir, elle posa sa tête contre le flanc du jeune chien et murmura quelque chose. Personne ne comprit ce qu'elle avait dit. Mais Rusty leva la tête, la regarda et posa sa patte sur son bras, doucement, comme un geste de soutien. Ellie revint souvent après cela. Et peu à peu, sa voix s'ouvrit à nouveau. Chaque amélioration était un cadeau que sa mère observait en silence. Les yeux pleins d'une gratitude qu'aucune phrase ne pouvait contenir. Et puis, il y avait les histoires plus discrètes encore. L'homme âgé qui marchait chaque matin jusqu'à la cabane pour caresser Hope avant d'aller fleurir la tombe de son épouse, la lycéenne qui venait lire chaque après-midi, trouvant ici un silence différent de celui de sa maison, le pêcheur solitaire qui profitait du banc derrière la cabane pour admirer le crépuscule. La présence humaine s'étendait, mais jamais dans la précipitation. Ce n'était pas un refuge agité, c'était un refuge choisi. Mais la vie, même lorsqu'elle s'embellit, n'est jamais exempte de remous. Ce fut une lettre qui apporta le premier nuage. Une lettre officielle déposée dans la boîte aux lettres un matin de vent froid. Élias la prit entre ses mains, la reconnaissant immédiatement. Le comté demandait une réévaluation du refuge en raison de la fréquentation croissante et de la rumeur selon laquelle il était devenu un centre d'accueil officieux. On exigeait une inspection, des papiers, des normes, une structure que la cabane n'avait jamais été conçue pour respecter. Élias sentit un frisson lui traverser le corps, non pas de peur mais de fatigue. Il n'avait jamais voulu bâtir une institution. Pas de panneaux, pas de label, pas de bureaucratie, juste une porte ouverte. Il apporta la lettre à Hélène le lendemain. Elle la lut d'un regard expert, son visage se fermant peu à peu. « Ils ne comprennent pas ce que tu fais ici, dit-elle doucement. Ils pensent que c'est une structure. Ils ne voient pas que c'est un foyer. Et si je leur dis non ?» demanda Élias, la voix plus grave qu'à l'habitude. Hélène soupira. « Ce n'est pas que tu ne peux pas, mais ils viendront quand même. Et si tu refuses, ils risquent de fermer l'endroit. » Cette idée tomba comme un coup de vent glacial sur le cœur d'Élias. Fermer, mettre fin à ce lieu que tant d'âmes blessées avaient traversé. Ce lieu où Hope avait trouvé son salut, où Rusty avait grandi, où lui-même avait recommencé à vivre. Non, il ne pouvait pas laisser cela arriver. La nouvelle se répandit discrètement. Et ce fut là qu'un miracle silencieux se produisit. Un de ceux qui naissent des mains humaines, sans lumière divine, mais avec une chaleur qui lui ressemble. Les habitants se mobilisèrent. Martha confectionna de nouvelles couvertures. Noah proposa de repeindre l'extérieur de la cabane. Curtis offrit de réparer la clôture. Sarah rédigea une lettre officielle de soutien. Rebecca proposa d'aider à organiser les documents. Et Jamie, la jeune femme venue avec Milo, apporta un classeur rempli d'informations qu'elle avait rassemblées pour Élias, expliquant « J'ai l'habitude des formulaires administratifs. Laissez-moi vous aider. » Jour après jour, la communauté se rassembla autour du refuge, non pas par obligation, par reconnaissance, par amour, par conviction. Élias, au centre de ce mouvement inattendu, observait chaque geste avec une émotion qu'il avait du mal à contenir. Lui qui avait passé des années à se croire seul découvrait que, tout ce temps, les autres n'attendaient qu'un signe pour venir vers lui. Et chaque soir, lorsqu'il s'asseyait sur le porche à la lueur du crépuscule, Hope à ses pieds et Rusty contre elle, il se disait que, quelle que soit l'issue, quelque chose d'immense venait déjà de naître, une famille. Pas celle du sang, celle du cœur, celle qu'il n'avait pas cherchée, mais qu'il avait trouvée.
Les préparatifs pour l'inspection du refuge, imposés par le comté, prirent bientôt une ampleur inattendue. Ce qui n'était au départ qu'une lettre bureaucratique devint un véritable mouvement dans la vallée de Pine Hollow. Les habitants, qu'Elias avait toujours considérés comme des silhouettes lointaines, apparurent soudain comme une armée silencieuse déterminée à protéger ce lieu qui avait tant offert. Chaque jour, quelqu'un venait aider, parfois pour des tâches lourdes, réparer la gouttière, consolider la rampe du porche, installer un petit abri extérieur pour les chiens de passage, parfois pour de petites choses précieuses, ranger les provisions, installer des étiquettes sur les médicaments vétérinaires, organiser les dossiers que Jamie compilait avec un sérieux presque émouvant. Hélène venait presque tous les soirs. Rusty la suivait partout comme un apprenti maladroit, tandis que Soap restait non loin, l'observant avec une sorte de gratitude muette. La vétérinaire s'était imposée comme la garante discrète du refuge, veillant à ce que rien ne manque, que tout soit conforme, que chaque animal ait une fiche mise à jour. Un soir, alors qu'il rangeait des documents sur la table en chêne, elle dit à Elias avec un soupir « Tu réalises que tu dirigeras bientôt un refuge officiel ?» Il leva les yeux vers elle, surpris. « Ce n'était pas mon intention. » Hélène sourit doucement. « Les meilleures choses dans la vie ne le sont jamais. Elles arrivent quand tu cesses de te barricader. Et toi, Elias, tu as cessé depuis longtemps maintenant. » Il baissa la tête, touché sans savoir quoi répondre. Depuis la mort de Lydia, personne ne lui avait parlé avec cette honnêteté tranquille, comme si elle n'avait pas peur de toucher des zones sensibles. Et Hélène, dans sa manière franche et posée, savait viser juste. Quelques jours avant l'inspection, une tempête d'automne éclata. Le vent souffla dans la vallée comme une bête blessée, faisant trembler les arbres et tordre les branches. La pluie frappait la toiture avec obstination, et par moments, un grondement profond résonnait dans les montagnes comme un avertissement lointain. Hope n'aimait pas ce genre de tempête, pas par peur mais par vigilance. Elle tournait autour de la pièce, inspectant les murs, les fenêtres, les portes, comme si elle voulait s'assurer que rien ne menaçait le foyer. Rusty, lui, était plus nerveux. Il se collait contre Elias dès que le tonnerre grondait trop près, cherchant dans sa présence un repère constant. Elias, assis près du poêle, caressait machinalement le jeune chien pour le calmer. Le feu crépitait, lançant des étincelles qui illuminaient par moments la pièce d'un éclat chaleureux. « Ça va, petit », murmura-t-il. « Ce n'est qu'un orage. » Mais malgré ces mots, un poids semblait peser dans l'air, quelque chose d'indéfinissable. Un mélange d'anticipation et d'inquiétude qui rampait dans les ombres, comme si la tempête extérieure réveillait celle qui dormait encore dans les profondeurs du refuge. Et soudain, un bruit fracassant retentit à l'extérieur. Un impact violent, suivi d'un craquement long et sinueux. Hope bondit immédiatement, oreilles dressées, muscles tendus. Rusty se recroquevilla, les yeux écarquillés. Elias attrapa sa lampe torche et se précipita dehors. Un arbre immense, fragilisé par les vents, était tombé à quelques mètres de la cabane. Ses branches massives avaient écrasé la clôture arrière et bloquaient maintenant une partie du chemin. Par chance, il n'avait touché ni la cabane ni l'abri des animaux, mais les dégâts étaient considérables. Lorsque Hélène arriva sous la pluie battante, trempée jusqu'aux os, elle lâcha simplement « Bon sang, l'inspection est dans 2 jours ». Ils travaillèrent toute la nuit, sous la pluie, dans la boue, éclairés seulement par des lampes frontales et les éclairs qui fendillaient le ciel. Curtis Gibson arriva avec sa tronçonneuse. Noah et sa mère les rejoignirent avec des gants et des pelles. Sarah Linwood apporta du café brûlant. Même Jamie, malgré sa silhouette frêle, coupa des branches jusqu'à en avoir les mains engourdies. Hope restait toujours à la distance exacte nécessaire, assez proche pour surveiller, assez loin pour ne pas gêner. Rusty, malgré la pluie qui lui collait le pelage, refusait de rentrer tant qu'Elias restait dehors. Au petit matin, trempés, épuisés, couverts de boue, ils retirèrent enfin le dernier morceau de tronc hors du chemin. La clôture restait endommagée, mais la cabane était accessible et sûre. Hélène posa une main sur l'épaule d'Elias, comme pour sceller une victoire silencieuse. « Tu n'es plus seul dans cette bataille », dit-elle doucement. Pour la première fois, Elias sentit la vérité de ces mots non pas comme une idée, mais comme une réalité palpable. Il n'avait plus seulement une chienne, un jeune chien, un refuge. Il avait des alliés, une communauté, une famille choisie. Le grand jour arriva. L'inspecteur du comté, un homme rigide nommé Harold Whittaker, se présenta avec un classeur épais sous le bras et un regard neutre, presque sévère. Il observa chaque détail.
Les installations, les documents, les conditions d'accueil, les stocks vétérinaires. Chaque fois qu'il prenait une note, Elias sentait une pointe d'appréhension lui serrer la poitrine. Mais il n'était pas seul. Hélène répondit aux questions techniques. Sarah expliqua les actions bénévoles. Jamie présenta le registre impeccablement organisé. Curtis assura la démonstration de sécurité autour de l'enclos. Et tout au long de l'inspection, Hope suivait Whittaker avec calme, une présence majestueuse qui semblait tempérer l'austérité du fonctionnaire. À un moment, alors que Harold Whittaker examinait les chiots en convalescence, Rusty s'approcha et posa doucement sa tête contre sa jambe. Un geste simple, désarmant. Whittaker, surpris, s'immobilisa. Puis, très lentement, il baissa la main et caressa le jeune chien. Ce fut un détail, un tout petit geste. Mais ce fut le geste qui changea tout. Lorsque l'inspection prit fin, Harold referma son classeur avec un soupir imperceptible. Il se tourna vers Elias, ses lunettes reflétant la lumière du jour. « Monsieur Turner, dit-il d'un ton solennel, votre refuge répond aux normes essentielles. Mais surtout, il répond à quelque chose que les normes ne mesurent pas. » Il baissa les yeux une seconde vers Hope, puis vers Rusty. « Ce lieu n'est pas seulement fonctionnel, il est profondément nécessaire. » Elias sentit sa gorge se serrer. Whittaker ajouta « Le comté approuve officiellement l'existence du refuge des cimes. Vous pouvez continuer votre travail. » Hélène sourit. Sarah lâcha un petit cri de joie. Noah applaudit. Jamie essuya des larmes discrètes. Curtis leva les bras en signe de victoire. Elias, lui, resta immobile une seconde, le souffle suspendu. Puis Hope posa sa tête contre sa main. Et Rusty glissa son museau dans sa paume. Il comprit alors que le refuge n'était pas une étape dans sa vie. C'était sa vocation, son renouveau, son chemin. Et Pine Hollow, avec ses habitants discrets et ses montagnes éternelles, venait d'accueillir non seulement un refuge, mais aussi un homme qui avait recommencé à vivre. L'automne toucha doucement à sa fin, et les premières neiges revinrent se poser sur les hauteurs, rappelant discrètement le jour où tout avait commencé. Pourtant, rien n'était plus pareil. La cabane d'Elias Turner, autrefois silencieuse et figée dans l'ombre du passé, respirait maintenant une chaleur presque palpable. Elle n'était plus seulement un abri, elle était devenue un foyer, un lieu où l'on guérissait, où l'on déposait un peu de ses peurs, où l'on retrouvait ce que l'on croyait avoir perdu. Hope, allongée près du feu, semblait comprendre mieux que quiconque ce que représentait cette transformation. Rusty, devenu un jeune chien plein de vie, courait dans la maison avec la certitude absolue d'être chez lui. Et Elias, dans tout cela, se tenait à sa place nouvelle, non plus dans l'ombre de ce qu'il avait perdu, mais dans la lumière tranquille de ce qu'il avait reconstruit. Un soir, alors que la neige commençait à tomber en silence, Elias sortit sur le porche. Le ciel était bas d'un gris doux et les flocons flottaient comme des lucioles sans lumière. Hope vint s'asseoir à ses côtés, Rusty se glissant immédiatement entre eux. Elias posa une main sur leur tête, un geste simple, mais chargé de gratitude. « Vous m'avez trouvé », murmura-t-il. Il ne parlait pas seulement de Hope, ni de Rusty, ni des animaux du refuge. Il parlait aussi des habitants de Pine Hollow, de Hélène, de Sarah, de Jamie, de Noah et de tous ceux qui avaient franchi sa porte depuis cette nuit d'hiver. Ils avaient tissé autour de lui une toile invisible faite de confiance, de gentillesse, de présence. Ils avaient ramené ce qu'ils croyaient perdu à jamais, un sentiment d'appartenance. Dans la lumière du soir, alors que la neige se déposait sur les marches, Elias comprit que le refuge ne dépendait pas des murs, ni des clôtures, ni même de lui. Il dépendait de chaque vie qui y entrait et en ressortait changée. Il dépendait des liens qu'on ne voit pas mais qu'on ressent. Il dépendait d'un miracle silencieux, celui d'un cœur qui s'ouvre à nouveau. Hope leva les yeux vers lui, comme si elle entendait ses pensées. Rusty poussa un petit jappement, impatient de jouer. Et Elias, avec un sourire rare mais sincère, se leva pour les suivre. La neige continuait de tomber, paisible, enveloppant le refuge des cimes dans un manteau de lumière blanche. Et dans cette soirée ordinaire, sans éclat ni tonnerre, Elias sut que la vie lui avait offert un second souffle, une seconde chance, une mission douce et silencieuse, ouvrir sa porte pour que d'autres puissent, eux aussi, trouver leur chemin. Car parfois, les miracles ne ressemblent pas à des éclats divins. Parfois, ce sont simplement des pas fatigués dans la neige qui mènent jusqu'à une porte ouverte